rappel de devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Mali perd chaque année près de 100 000 hectares de forêt. Ce sont là les conséquences des changements climatiques et des actions de l'homme. Il y a donc urgence d'agir pour régénérer le couvert végétal. C'est dans ce cadre qu'est célébrée la Journée mondiale des forêts ce 21 mars. Le grand format de la rédaction nous permet de faire le constat dans le Kénédougou. Faire du désert un véritable grenier, c'est la mission de l'association collective Une Voix pour Taoudéni. Ce groupement pratique le maraîchage sur 5 hectares. Cette expérience de maraîchage et de culture de gomme arabique démontre que le désert peut devenir une source d'espoir et de prospérité pour toute la région. Dans cette édition, nous allons découvrir également un pan de la culture du Ouagadou. En Nara, les réjouissances populaires sont accompagnées par une pratique ancestrale, une identité soniquée qui s'exprime à travers le lalia, cette transe fraternelle du bras qui symbolise l'unité, la bravoure et la résilience du peuple soniqué. La Chine exporte chaque année plus de 300 000 tonnes de thé sur le marché mondial, dont celui du Mali. Cette boisson riche en antioxydants est magnifiée au Musée national du Mali. C'est à la faveur de la 3e édition du Festival du thé. Nous ferons une séance de dégustation en fin de journal avec nos reporters. Vous servir est un réel plaisir. Très heureuse de vous retrouver pour la grande édition de 20h. Nous ouvrons cette édition par cette bonne nouvelle. Les forces de défense et de sécurité, dans une opération planifiée dans la nuit du 19 au 20 mars, ont libéré une dizaine d'otages dans la région de Caille et précisément dans la commune de Séguéla. Un bus de la compagnie de transport Sonef et une voiture personnelle ont aussi été récupérés. Pour plus de détails, je vous invite à écouter les explications du colonel-major Karim Traoré, commandant du PC tactique du secteur 7. Il s'exprime au micro de Brahima Dawa. Dans la journée du 19 au 20 mars, sur la base des renseignements précis, alors nos unités ont conduit des reconnaissances offensives dans les cercles de Séguéla, notamment dans les localités de Kolomé-Toukouleur et Filigira. Et une base GAT a été démantelée et détruite. Dans cette base-là, les femmes ont pu libérer 12 otages, tous civils, des hommes, et récupérer un car Sonef et une voiture personnelle BMW. Nous remercions vivement la population de Caille, la population de Nioro, les autorités civiles et administratives. Depuis le début de ces opérations-là, les populations sont restées avec nous. Partout où nos unités ont passé, les populations les ont accueillis avec joie. Alors, nous demandons à cette population-là, pour laquelle nous sommes ici, et cette population constitue le centre de gravité des femmes. C'est une source de puissance pour nous, de laquelle nous tirons notre liberté d'action, notre volonté de combattre. Et si cette population, dans une certaine mesure, est avec nous, alors nous sommes sûrs et certains que nous allons mener toutes nos opérations avec succès. Donc nous les invitons à collaborer, nous les invitons à rester sereines, nous les invitons à comprendre que les femmes sont là pour elles.
Et les femmes se battront nuit et jour dans tous les domaines, dans les airs et sur terre, pour assurer leur sécurité et garantir leur libre circulation. Les gars seront recherchés et détruits partout où ils se trouveront. Et nous le disons sans risque de nous tromper, que les populations de Caille et Nyoro vivront en paix. Ces populations-là vont circuler librement et leurs biens aussi circuleront librement sur toute l'étendue de la région administrative de Caille et de Nyoro. On a été arrêté au mois de septembre 2025. Hier, on a vu l'intervention des secteurs qui nous ont permis de libérer. On ne peut que remercier les forces armées maliennes pour leur intervention d'hier. Et je vous l'annonçais dans les titres, près de 100 hectares de forêt, c'est ce que le Mali perd chaque année. Ce sont les conséquences des changements climatiques, la coupe abusive des bois et bien d'autres actions dues à l'homme. Face à cette situation, le gouvernement a adopté d'importantes mesures afin de préserver nos forêts. C'est pourquoi la célébration de la Journée mondiale des forêts est placée sous le thème « Les forêts et les économies ». À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait du message de la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, des propos recueillis par Aïssata Saliou Maïga. Au Mali, la forêt contribue à la protection des sols, à la régulation du climat et à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus des ménages, notamment en milieu rural. Cependant, notre patrimoine forestier est aujourd'hui fortement menacé. Chaque année, près de 100 000 hectares de forêts disparaissent sous l'effet des changements climatiques, de l'exploitation du bois, des feux de brousse, de l'extension des surfaces agricoles et de l'exploitation illégale des ressources minérales. Face à cette situation, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a engagé des réformes importantes, notamment la transformation de la Direction nationale des eaux et forêts en direction générale, afin de renforcer les capacités stratégiques de l'administration forestière, la modernisation du cadre juridique et institutionnel du secteur forestier, le renforcement de l'aménagement des forêts et la gestion durable des ressources naturelles en lien avec les collectivités territoriales, ainsi que le déploiement d'actions de restauration et de reboisement à grande échelle. Mais ces efforts ne porteront pleinement leurs fruits qu'avec l'engagement de tous. La préservation des forêts est une responsabilité collective. J'invite chaque Malienne, chaque Malien, en particulier la jeunesse, à cet effort national, à planter des arbres, protéger des espaces verts, adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et transmettre aux générations futures la valeur de notre patrimoine naturel. Ensemble, nous préservons nos forêts pour un avenir durable. Et en troisième région, pour la campagne de reboisement 2025, sur une prévision de production de plus de 5 379 000 plants, le service local des eaux et forêts a planté 2 745 947, soit un taux de réalisation de 51%. Pour ce qui concerne l'année 2026, plus de 30 millions de francs CFA seront investis dans le reboisement de 84 hectares. Des chiffres révélés par le chef du service local des eaux et forêts à l'occasion de la Journée internationale des forêts. Le reportage est de Yourou Baladjabate et Ali Sanogo. Chaque année, le 21 mars, le monde célèbre la Journée internationale des forêts, une occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes forestiers et à leur rôle crucial dans la vie humaine.
Le thème de l'édition 2026, les forêts et les économies, met en lumière le lien étroit entre la préservation de la forêt et le développement économique durable. Il s'agit de mener des actions de réduction de déboisement et de dégradation des forêts, surtout le cas spécifique de la ville de Sikasso et le secteur même de Sikasso. C'est un couvert végétal très très fort, mais la pression humaine qui est causée à cause du besoin des populations fait que la coupe aujourd'hui, elle ne fait qu'augmenter au lieu de baisser. Au niveau local, les forêts contribuent fortement à la réduction de la pauvreté. Cette journée interpelle les décideurs, interpelle la société civile, interpelle la presse, interpelle nous les acteurs techniques en matière de gestion des ressources là, à bien gérer et à profiter pour des générations à venir aussi. Laissez profiter les générations à venir. Malgré leur importance, les forêts sont aujourd'hui menacées par la déforestation, l'exploitation illégale et le changement climatique, déplore le chef de quartier de Wayerma 1 qui propose des alternatives pour la restauration du couvert végétal. Pour sauver nos forêts, il est grand temps. Les arbres sont déjà vieillis. Il faut les remplacer par un reboisement total. Reboiser les forêts classées. Sensibiliser la population pour qu'elle puisse reboiser les forêts de ce pays. Ça, c'est un. De deux, que chaque citoyen, par an, plante un arbre. Nous sommes à 22 millions aujourd'hui au Mali. Si c'est 22 millions, planter au moins un arbre par an. Vous voyez ce que ça fait. Il convient de souligner que protéger les forêts, c'est non seulement préserver la nature, mais aussi garantir un avenir économique stable et équitable pour les générations présentes et futures. En cette journée internationale des forêts, il est essentiel de renforcer notre engagement collectif en faveur d'une gestion responsable et durable des ressources forestières. Tout à fait. Et la préservation des forêts favorise un cadre de vie plus assaini. Et c'est dans cette dynamique que les responsables de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances se sont rencontrés pour échanger sur les nouvelles orientations. Et cela conformément aux orientations des autorités de la transition. La rencontre a été suivie par Fadema Keïta. Des ordures par-ci, des caniveaux pleins d'eau suée, aux odeurs nauséabondes et des poubelles remplies autour des maisons par-là. Cet état qui ternit l'image de notre capitale, conséquence de l'application non rigoureuse des textes environnementaux et donc une légèreté dans la lutte contre les pollutions et nuisances. Cette visite ponctuée d'échanges sur les orientations avec les notabilités du sud de Bamako et les agents de la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances du sud de Bamako permet de définir le cadre stratégique pour la période 2026-2027. Entre autres points clés des orientations, nous pouvons citer le renforcement des fonctions essentielles de régulation, de normalisation et de contrôle environnemental de la DNACPR, l'engagement d'un processus structurant de modernisation du système des évaluations environnementales, notamment à travers la digitalisation en cours des procédures. Ces nouvelles orientations renforcent les capacités des 65 agents, dont 70% de personnel féminin de la direction régionale et de ceux présents dans les municipalités. Les missions de supervision quotidienne menées sont fréquemment couronnées d'interpellations et de sanctions. Plusieurs missions de lutte contre les pollutions et les nuisances ont été effectuées dans les différentes communes du district de Bamako qui ont permis la délivrance de 1680 convocations à la suite desquelles une amende de 24 267 000 francs CFA perçue. Aussi, des rencontres avec des personnes de ressources du secteur et aussi l'organisation d'une concertation régionale de tous les acteurs de l'assainissement devant se tenir très prochainement, donc est en cours de préparation. La mise en œuvre efficiente des nouvelles orientations est définie dans un plan global qui sera élaboré dans un bref délai. Un plan d'action global sera élaboré dans le meilleur délai pour la mise en œuvre diligente et correcte de ces orientations.
Au niveau régional et de façon spécifique, il sera entrepris l'identification et le recensement de toutes les unités industrielles, toutes les sociétés et tous les hôtels et le bar, toutes les boulangeries, de toutes les stations, services et points de vente. Ces dispositions en cours visent à structurer le travail, à promouvoir un climat professionnel. Cependant, relever les nombreux défis qui ont pour objectif rendre la capitale plus coquette dépendra de notre esprit d'équipe, de notre engagement pour la cause publique et de notre degré d'adhésion à la vision Mali 2063. L'eau potable ne doit plus être un luxe pour les Maliens. Le gouvernement mène des actions dans ce sens. Les chiffres l'attestent. Selon le ministre de l'Énergie et de l'eau au Mali, le taux d'accès à l'eau potable a atteint désormais plus de 75%. Tiemoko Traoré s'exprime à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'eau prévue ce 22 mars. Cette 34e édition est placée sous le thème « L'eau, source d'égalité ». Cette journée sera mise à profit par le ministère en charge de l'eau et ses partenaires pour faire l'état des lieux en matière de l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable. Les grandes lignes du message du ministre en charge de l'eau avec Sokona Kamisoko. L'accès à une eau de qualité et en quantité suffisante est un enjeu essentiel pour tous les pays en voie de développement. Conscient de ces enjeux, le gouvernement de la transition a fait de l'accès à l'eau potable une priorité absolue, comme en témoignent de nombreuses initiatives prises par l'État pour rendre disponible cette source de vie. Sous la vision patriotique et éclairée de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement a fait de l'eau une priorité républicaine absolue. Cette orientation stratégique vise à améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à garantir une gestion responsable de nos ressources hydriques essentielles à la santé et au développement de la nation. Grâce à cette volonté politique affirmée, le Mali a franchi une étape historique. Le taux d'accès à l'eau potable atteint désormais 75,4%. Ce progrès remarquable traduit l'engagement constant des autorités à répondre aux besoins fondamentaux des populations, à bâtir un avenir où chaque citoyen bénéficie d'un accès équitable à cette ressource vitale. Des réformes profondes et des investissements structurants ont été engagés pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans notre pays. Pour ce faire, des actions concrètes sont en cours sur toute l'étendue du territoire national. Malgré ces avancées notables, le Mali fait face à des défis tant sur le plan géographique qu'environnemental. En tant que nation sahélienne, nous évoluons dans un environnement où nos ressources demeurent limitées et vulnérables. Avec une disponibilité annuelle par habitant désormais située sous le seuil critique de 1000 m3, le Mali se trouve dans une situation de stress hydrique que nous devons regarder avec lucidité. Cette réalité géographique se traduit par des défis quotidiens pour nos populations. Ces épreuves, bien que réelles et exigeantes, n'ont jamais entamé la détermination de notre nation. Bien au contraire, elles ont révélé la résilience admirable du peuple malien, dont la solidarité et la force de caractère sont les véritables forces. Notre pays, le Mali, aborde aujourd'hui une étape importante de son développement face aux enjeux liés à l'eau. Une ressource précieuse pour l'avenir de toute nation. Pour le ministre Traoré, la construction des infrastructures hydrauliques n'est qu'une première étape. La deuxième et la plus importante est leur entretien pour garantir leur durabilité et leur impact économique. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement de tous, organisations de la société civile, partenaires au développement, collectivités, usagers. Ensemble, nous devons promouvoir des comportements responsables et intégrer pleinement la protection des ressources en eau au cœur de nos actions, de nos programmes et de nos projets. Pour cette 34e édition de la Journée mondiale de l'eau, un accent particulier est mis sur l'apport des femmes dans la prise de décision relative à l'eau. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème « L'eau, source d'égalité ».
Et dans le cadre des activités de cette journée mondiale de l'eau, une grande course de pirogues a eu lieu ce matin sur les berges du Palais de la Culture. Le reportage de Bouraïma Diallo dans l'actu des sports avec Abdul Karim Kaba. De l'eau indispensable pour faire le maraîchage grâce à l'appui des bonnes volontés. L'association Akovot et ses membres engagés gagnent leur vie dans le maraîchage et la culture de gomme arabique dans la région de Taoudéni. Cette expérience démontre que grâce à la détermination des producteurs, le désert peut devenir une source d'espoir et de prospérité pour toute la région. Ces femmes exploitent 5 hectares sur les 20 mis à leur disposition. Najim Baba Sissé est allé à leur rencontre. Suivons ensemble. À l'extrême nord du Mali, dans la région aride de Taoudéni, un vent nouveau souffle sur les dunes. Longtemps perçue comme une terre hostile et infertile, la région amorce aujourd'hui une transformation silencieuse, mais déterminée, portée par ses fils et filles, à l'image de l'association collective Une Voix pour Taoudéni, constituée d'hommes et de femmes natifs de la région, engagés dans l'agriculture. Ce groupement, avec comme ambition faire du désert un véritable grenier, capable de nourrir la région et au-delà. Ici, nous cultivons beaucoup de choses, des légumes, de la pomme de terre, du gingembre, la salade, j'en passe. Sur un site de 20 hectares installé à Nipketel Elik dans le cercle d'Al-Ourch, les membres exploitent cette année 5 hectares en maraîchage. Malgré les difficultés rencontrées, la première récolte a été saluée comme un véritable succès. Cette année, 50 ou 60 sacs de pommes de terre. Moins de 100 quand même, mais ça va. Je vois que si l'année prochaine, je crois que ça va venir mieux que cette année, Inch'Allah. On demande l'appui de l'État, des ONG. On a fait tous les calculs, mais il y a les fleuves qui ont gâté notre programme parce que les jardins étaient remplis d'eau. Sur cette terre que beaucoup croyaient improductive, poussent désormais diverses spéculations maraîchères, fruit d'un travail acharné et d'une foi inébranlable au potentiel local. Aujourd'hui, vraiment, tout est possible dans la région de Taoudéni et je lance un appel solennel à tous les fils de la région d'aller dans ce même sens que ces grands hommes qui ont eu cette idée pour montrer aux gens qu'il est bien possible de vivre à Taoudéni, qu'il est bien possible de cultiver à Taoudéni. Leurs efforts ont été renforcés par un château d'eau offert par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le gouverneur de la région de Taoudéni. Nous sommes très reconnaissantes au président Assimi Goïta, au gouverneur Ould Meïdou ainsi qu'à notre présidente Lalla Al-Umrani. Au-delà du maraîchage, l'association diversifie également ses activités avec la culture de la gomme arabique, une denrée très recherchée pour ses vertus thérapeutiques et ses débouchés économiques. En 2021, on mettre les gommes arabiques. On a mis 2800 arbres, ils sont tous réussis. Chaque 5 ans, ça va commencer à donner les gommes arabiques. Donc les 5e année, c'est ça. Cette année, Inch'Allah, si Dieu est d'accord, on va gagner dedans. À Taoudéni, l'agriculture n'est plus un pari insensé, mais une réalité en marche. Là où régnait le sable et le doute, germe désormais l'espoir et la prospérité. C'est avant tout grâce à des hommes et des femmes qui ont refusé de croire qu'ils étaient condamnés à rester stériles. Bon courage à ces femmes. La fête de l'Aïd el-Fitr continue chez les enfants. Ils prennent d'assaut les espaces de loisirs pour satisfaire leur curiosité à travers des jeux ludiques et beaucoup d'autres activités de loisirs. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants sont laissés pour compte et s'égarent. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Adam Maïga a sillonné quelques espaces de la capitale. On regarde ensemble. Des enfants parés de leurs plus beaux habits, mais les poches quasiment vides. Ils admirent cet endroit de distraction. Ils ne peuvent pas y entrer. Derrière ces obstacles, les rires éclatants. Pour ces enfants, la fête s'arrête ici. Ils restent spectateurs pendant que d'autres profitent pleinement des loisirs après le Ramadan.
amo wotan kele passé kemenan ngabo kabala ga neangwa wala andana pale la anduna etiketa kemegeme an singana ranla akada ga do me ambede tsaka do war bana anana passé sel sera mena nyana janto we yano bien selie ko ne donga yoro ye ne plenge ko yoro ye photo beta concert fene be ga kefene de faire un gono ga plenge o ke fenchama be o le ne dabal bane. Derrière chaque sourire d'enfant, il y a un effort, souvent physique et financier. Pour de nombreux parents, offrir ces moments de joie devient un véritable défi à l'occasion des fêtes. Bikona kera biota bidrudo donc samo samba bo nyon koro na nyina ke pale na la samra irana amta madina ou bien amta zola awo anya tigeta dala anya kemenande sarin amogo nani mais anana je mo fla de jira andalen ko anya wa woro de blangwana ayre na sigina to fana ifala nen dem sani amogo mo wan kele nana À quelques mètres du palais de la culture Amadou Ampateba, certains enfants trouvent des alternatives du côté d'un restaurant huppé de la capitale. Ici, ces jeunes transforment un simple vélo en source de divertissement accessible à tous. Amo anga chare bo nega sunta nere mi ara mina palela no nyana ngadu nega sugun feona wa koroyo amo lu nega sunta feona o de garanta sababu afeneo. Au portail du restaurant, des nourritures et boissons sont proposées à des prix abordables. Pour les vendeuses, cette période est synonyme de bonnes recettes. Elles peuvent gagner entre 20 000 et 30 000 francs CFA par jour. Merveille fere, ka kabani fere, ka kerebetu fere, ka koko fere, ka zaban fere. C'est le quoi mana c'est quoi ni? Ame clé de bain, amadine, ame fembere fere. Ni hachale wanani waduru wasaba. A bela de fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa 50 la. Ne ye boisson de feere 60 bon ne bɛ tile 3 de kɛ feere la ne kɔni ne dɔgɔyalen bɛ 400. À la Cité des enfants, l'affluence est également importante. Chaque jour, ils sont des centaines à venir profiter des installations. L'entrée, c'est à 200 francs pour les enfants, 300 francs pour les adultes. Et les jeux, nous avons quelques manèges, tels que le petit train. Le petit train, c'est à 250 francs. Il y a également les autres jeux qui sont à 500 francs. Par estimation, je pense que nous sommes vraiment au-delà de 10 000 enfants. Mais dans cette foule, un autre problème inquiète, celui des enfants égarés. Chaque année, plusieurs se retrouvent séparés de leurs parents. C'est le cas d'Adja et de sa grande sœur. Selu fɛ an bɛ animation kɛ ni denmisɛnninw ye mais animation fana kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ na n'a denw ye o dɔn yɛrɛ kɔnɔna na ani jeu kɔnɔna na denmisɛnnin caman bɛ tunu ko minnu denw tununa u bɛ na u nɔfɛ yan n'an ma min ta yɛrɛ ye dɔw bɛ daba la mɔgɔ dɔw bɛ u chargelen do la les enfants égarés minnu denmisɛnninw bɛ tunu dɔw chargelen fana do la an n'an ma u somɔgɔw ye an bɛ taa du u ma ye a denmisɛnninw yɛrɛ caman na i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye 3 ans 4 ans fo ka taa se 6 ans ɲɔgɔnna ma a dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ se anw ma yan nɔ u t'u tɔgɔ yɛrɛ dɔn a dɔw bɛ u b'u tɔgɔ dɔn u b'u kɔrɔmusow tɔgɔ dɔn mais u tɔgɔ yɛrɛ u tɛ se k'o fɔ an na u b'a u surnom ni fɛn ninnu u b'o olu de fɔ an ye mais an kɔni an bɛ se ka fɔ denmisɛnnin min tununa fɛn fɛn denmisɛnnin 30 ni kɔ a b'a bɔ parce que dɔ bɛ tunu dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa. Les espaces de loisirs attirent chaque année de nombreux enfants après la fête.
Ambiance mais surtout prudence. À Nara, les après-midi des fêtes religieuses sont consacrées à des manifestations culturelles qui permettent de créer l'unité entre les fils du terroir. Ce soir, nous nous intéressons à la transe fraternelle du bras, une manifestation au cours de laquelle la jeunesse se mesure à la douleur pour mieux célébrer l'unité, un rite de passage millénaire où la cicatrice devient un diplôme de bravoure. Découvrons cette pratique avec Idrissa Keïta depuis Nara. Nara, carrefour vibrant du Sahel où se côtoient tradition et religion. À titre d'exemple, l'Eid el-Fitr ou la fête des Ramadan est marquée par des prières mais aussi des festins. L'identité soninké s'exprime à travers les lalia. L'alia ne se regarde pas seulement avec les yeux, mais il se comprend avec l'âme. Si tu cherches sa définition, sache que le lalia est le miroir de la résilience soninké. Ce n'est pas une simple danse, c'est un spectacle de sang et de sueur avec la terre de nos ancêtres. C'est l'art de rester des marbres quand la douleur s'invite à la fuite. Sa manifestation est un ordre ignoble. Dès que les tam-tam résonnent, l'esplanade devient un tribunal de bravoure. Regarde cette géographie. Les enfants apprennent en regardant à gauche. Les femmes soutiennent par les chants à droite. Et au centre, l'homme s'offre au sacrifice. On s'élance vers les chicoteurs. Non pas par folie, mais pour prouver que l'esprit est plus fort que la chair. La branche de l'arbre qui frappe, c'est le rappel que la vie du Sahel est rude et qu'un fils de Nara doit être plus fort que l'épreuve. Le rite est appelé la chicotte. Des hommes animés d'un sentiment de fierté se mesurent aux chicoteurs. Ils attendent le saut fatidique pour recevoir les coups. Ici, la douleur est perçue comme une métamorphose. J'entends les tam-tams qui s'emballent. Ils cognent dans ma poitrine plus fort que les battements de mon cœur. Je fixe le chicoteur, je connais la force de son bras. Je sais que la branche de bois ne fera pas de cadeau. Mais si je recule, que dire petit frère à gauche? Que chantera ma mère à droite? Ma honte sera plus puissante que n'importe quelle blessure. Alors, quand le rythme atteint son sommet, je me lance, je fends la foule et je défie l'air. Au moment du saut, le monde s'arrête. J'offre mon dos, j'offre ma peau. Quand le coup claque, c'est comme un éclair qui traverse le corps. Mais je ne recule pas. Je reste droit. Cette douleur, c'est mon diplôme de citoyen de Ouagadougou. Une fois le coup réussi, je ne suis plus le petit garçon d'hier. Je suis un homme qui peut regarder n'importe qui dans les yeux. Et quand le bras commencera au crépuscule, je danserai dans le cercle avec une légèreté que seul celui qui a payé le prix de la bravoure peut reconnaître. Une règle d'acier régit cet espace sacré. Quiconque s'y aventure sans danser doit payer un tribut sous peine d'être frappé. Même les musiciens pliés de la transe n'échappent pas à la fureur des branches. Pendant que le soleil décline, la violence symbolique s'efface, les lalias cèdent la place aux bras, les cercles se resserrent, la force individuelle s'efface devant la communion collective. Cette branche que je tiens, ce n'est pas un instrument de colère, c'est la branche de l'honneur. Nous, les chicoteurs, nous sommes les gardiens de la porte. Personne ne devient un homme en Nara s'il ne passe pas par notre bras. Quand le tambour s'accélère, je vois l'homme se lancer. Je lis dans ses yeux avant même qu'il ne saute. S'il hésite, le coup sera lourd. S'il vient avec un cœur pur et le torse bombé, le coup devient une décoration. Mon rôle n'est pas de blesser pour le plaisir, mais de tester la solidité du bois dont il est fait. Un coup de chicotte en Nara, c'est un seau que l'on appose sur la peau pour dire celui-là c'est un fils de Ouagadougou. Dans un Mali en pleine promotion des valeurs culturelles, ces rites sont bien plus que du folklore. Ils constituent une boussole pour une population tournée de plus en plus vers l'enracinement de son identité culturelle. Nous ne sommes pas là pour les décors. Nos mains qui battent la mesure, ce sont elles qui donnent aux hommes la force de rester debout sous la chicotte. Quand je vois mon fils se lancer dans l'arène, mon cœur s'arrête une seconde, mais mon visage reste des membres. S'il ne tremble pas, je ne tremble pas. C'est cela être des Nara. Nous transformerons la douleur en une parure de fierté.
À l'instant où le coup tombe, je ne vois pas une blessure. Je vois un homme qui s'affirme devant ses pairs. Et quand le soleil commence à fatiguer, c'est notre tour d'entrer dans la danse. Nous briserons les lignes pour former ces grands cercles du bras. C'est le moment que je préfère. La poussière retombe, les muscles se relâchent. Et dans ces tourbillons, nous ne sommes plus des guerriers ou des mères, nous sommes un seul peuple. Le Lalia nous a éprouvés, les bras nous réunissent. C'est notre code, notre héritage. Et en tant que nous chanterons ici, le désert ne pourra jamais effacer qui nous sommes. À travers ces rites Anara, l'histoire de Ouagadougou se perpétue, l'on est partagé entre cicatrices et sourires. Un espace à la fois empreint de fierté et symbole de la résilience. Une belle culture et c'est une réalisation de Idrissa Keïta depuis Nara. La 19e session du conseil d'administration de l'école nationale d'ingénieurs Abdraman Babatouré s'est ouverte par des bonnes nouvelles. La construction prochaine de 2 bâtiments R+3 et R+4 dont le premier financement est acquis. L'établissement a aussi réalisé une bibliothèque numérique pour faciliter la recherche aux étudiants. Le budget prévisionnel soumis à l'approbation des administrateurs est estimé à près de 3 milliards de francs CFA. Le reportage de Tchemoro Konati. C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il s'agit de l'ENIABT, l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Babatouré, une structure universitaire vieille de 87 ans. Depuis l'année académique 2014-2015, elle a basculé dans le système LMD, licence master doctorat au bénéfice des nouvelles générations. Une dynamique qui s'est vue renforcée au titre de l'année écoulée grâce à la réalisation des nouvelles infrastructures pour faire face à la demande croissante des étudiants. Le bâtiment que vous voyez aujourd'hui a été construit durant l'année écoulée sur les ressources propres de l'école. Vous avez vu aussi des travaux sont en cours pour la rénovation des toilettes hommes. Tout ça, ça a été payé cette fois-ci sur les ressources propres de l'école. Ce processus de réalisation d'infrastructures révélé au cours de cette 19e session ordinaire du conseil d'administration de l'ENABT sera poursuivi selon le directeur général. Nous allons acheter un serveur, un gros serveur, sur lequel les ressources numériques seront stockées et il y aura des terminaux pour les étudiants. Ça va permettre de donner le goût de la recherche aux étudiants. Ça va permettre de nous connecter aussi à d'autres bibliothèques qui sont plus riches que nous. L'effectif total, c'est 2079 étudiants. Parmi ceux-ci, il y a 209 on fait des soutenances et qui sont sortis. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a clairement exprimé sa volonté de faire l'ENI-ABT un centre d'excellence en République du Mali. Dans ce cadre, la direction générale de l'ENI-ABT a soumis un plan de rénovation et d'équipement qui comprend le projet de construction sur colonne d'un bâtiment R+4. C'est donc une année académique de vastes chantiers au sein de l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Babatouré. Le budget prévisionnel élaboré pour y faire face est soumis à l'approbation des administrateurs au cours de cette 19e session. Il est arrêté en recettes et en dépenses à près de 2 milliards 900 millions de francs CFA. Les membres de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali ont eu une séance de travail avec l'ambassadeur du Royaume-Uni au Mali. Au centre des échanges, le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Pour plus de précisions, écoutons Dr Abdoulaye Amadoussi, président de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Il est interrogé par Boubacar Bablin Touré et Idrissa Traoré. L'amicale se réjouit de cette visite parce que c'est la première fois que l'ambassadeur d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité vient rendre une visite de courtoisie au Mali. Cela nous permet à nous, dans le cadre de la politique de l'amicale et du gouvernement, de faire comprendre encore que le Mali est ouvert à tout le monde. Ce que nous cherchons, c'est le respect de la souveraineté du Mali et la collaboration intense entre le Mali, notre pays et tous les pays du monde. Au cours de cette rencontre, nous avons rappelé le passé. Le président Modibo Keïta, comme vous le savez très bien, a fait une visite extraordinaire en 1961. C'était du 6 au 10 juin 1961 en Grande-Bretagne. Il a été reçu par la reine Elisabeth II.
C'est à la suite de cette visite que la reine Elisabeth II a remis 2 avions à Air Mali et c'était le socle de démarrage de Air Mali. Et moi-même j'en suis fier car j'étais ministre de tutelle de Air Mali plus tard. Et ces relations-là étaient d'ordre et politique et économique. Depuis un moment, ces relations d'ordre économique réellement battent un peu de l'aile. Et au cours de l'entretien, nous nous sommes engagés avec M. l'ambassadeur à faire en sorte de relever un peu le niveau de relations cordiales et de partenariats intenses entre le Mali et la Grande-Bretagne dans le domaine socio-culturel, d'accord, mais dans le domaine économique aussi. AES Actualité, le Burkina Faso poursuit son maillage territorial afin de lutter efficacement contre le terrorisme et le banditisme. C'est dans ce cadre que la nouvelle police de proximité a été lancée à Gawa, au compte de la région de Djoro. La dénomination de cette unité est Nchokoudar ou voisin en Lobiri. Elle se fixe comme objectif d'être le premier rempart contre l'insécurité en zone urbaine. Le reportage de Issa Kazabré et Siejurikael Pouda. Assurer la sécurité des populations tout en renforçant les liens de confiance, c'est tout l'enjeu de la police de proximité Nchokoudar. Dans la région de Djoro, cette stratégie communautaire est désormais opérationnelle. Son succès repose sur un élément essentiel, l'information. La police se déploie auprès des populations. Il ne faudrait pas que les gens et les autres aient peur parce qu'ils voient voir la police rentrer dans une famille. On dit parce qu'il a volé, non. Nous appelons la population à accompagner les policiers, de les accepter, de s'ouvrir. S'il y a des difficultés qui sont dans les quartiers, n'hésitez pas à apporter les problèmes et la police va essayer aussi d'apporter des réponses. C'est leur collaboration, leur implication. Parce que toute anticipation, il va falloir aussi que des gens soient à l'avant-garde pour pouvoir nous donner les informations. La vigilance collective doit être de mise pour lutter efficacement contre l'insécurité. La sécurité est une responsabilité partagée entre la population et les hommes en tenue et chacun se doit de collaborer activement. La nouvelle unité va se rendre dans les villages, va se rendre dans les yards, dans les familles et dans les quartiers, les écoles pour sensibiliser et pour recueillir les besoins de sécurité et aussi pour prévenir les conflits et lutter contre la criminalité urbaine. C'est une responsabilité partagée. Il faudrait que la population accompagne cette nouvelle unité. C'est une unité qui est là, ce n'est pas pour sévir, c'est pour les accompagner, c'est pour les protéger, c'est pour faire en sorte que la sécurité soit renforcée dans les villes du Burkina. Entre sensibilisation et veille stratégique, la police Nchokoudar entend réussir sa mission en s'appuyant sur une population consciente que sa sécurité passe par son engagement et sa responsabilité. Et dans la même dynamique de lutte contre le terrorisme, le chef d'état-major de l'armée de terre était à Tilia. Nous sommes au Niger. Le général de brigade Mama Sanikiou était porteur du message du chef suprême des armées burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, aux forces de défense. Il les a invités à la cohésion et à ne pas céder à la désinformation. Le commentaire de James Didier. Après l'étape de Tawa, la délégation conduite par le chef d'état-major de l'armée de terre a mis le cap ce mardi 17 mars 2026 sur le département de Tilia, où un accueil empreint de chaleur lui a été réservé par le préfet du département de Tilia en présence des responsables militaires. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire jugée relativement calme selon l'intervention du préfet du département, une appréciation qui, tout en satisfaisant le CEMAT, l'a amené à appeler au maintien d'une vigilance accrue. Poursuivant sa mission, le CEMAT s'est rendu au 43e bataillon interarmes de Tilia où les honneurs lui ont été rendus par un détachement du 10 bataillon. Il a rencontré les époux de défense et de sécurité à qui il a transmis les salutations et les félicitations des plus hautes autorités de la refondation pour leur engagement aux côtés de leurs conjoints. Le CEMAT a ensuite visité plusieurs infrastructures, notamment les installations hydrauliques, la cuisine, les jardins, les services de transmission, l'infirmerie ainsi que l'unité de production d'eau dans le but de s'enquêter de conditions de vie et de travail du personnel. La mission s'est poursuivie au 41e bataillon spécial
d'intervention toujours à Tilia pour des visites d'inspection, des visites de services et infrastructures. Les responsables des bâtiments ont offert des cadeaux à l'ensemble de la légation du CEMAT. Dans la même foulée, le CEMAT a présidé une réunion avec l'ensemble des cadres militaires, réunion qui a porté sur la mission d'inspection, les conditions de vie et de travail du personnel et bien notre question relative au renforcement des dispositifs sécuritaires pour contenir les menaces. En marge de sa mission, le CEMAT a rendu visite de courtoisie au chef traditionnel, notamment au chef du premier groupement Touareg de Tilia, au chef du 10e groupement Peul de Tilia, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République tout en sollicitant leur accompagnement dans la lutte contre l'insécurité. Occasion pour le chef du premier groupement Touareg de Tilia d'offrir des cadeaux symboliques à la tradition de sa communauté à l'endroit du CEMAT. Et toujours dans la page AES, je vous l'annonçais hier, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est aux États-Unis. Diarra Djeneba Sanogo a pris part à la rencontre des femmes leaders du Sahel. Le thème de la rencontre était leadership, unité, influence. Objectif, contribuer à la construction et à la refondation des États du Sahel. La rencontre a réuni les femmes de l'AES, les associations de femmes et la société civile. Le reportage de notre envoyé spécial, Inaba. La promotion du leadership féminin n'est plus une simple intention ou un slogan au sein de l'espace AES. Le rôle des femmes en tant que leader est de faire de la crise qui nous affecte une opportunité de changement durable. Le choix du Maryland n'est pas fortuit car la région constitue l'une des principaux pôles d'accueil des ressortissants membres de l'Alliance des États du Sahel. Nous savons que l'AES, nous sommes des pays qui sont ensemble, nous sommes les pays du Sahel, nous sommes ensemble, nous avons les mêmes difficultés et nous voulons créer des opportunités pour nous-mêmes. Donc dans le DMV ici, nous voulons participer à ça avec nos pays. Donc du coup, on veut mettre ensemble une coalition des femmes du Sahel dans le district de Washington, Maryland et Virginie. L'ambassadeur du Mali à Washington a magnifié les femmes leaders du Sahel. C'est une première dans cette juridiction que ces femmes se réunissent pour débattre des questions d'intérêt national et de la cause féminine. C'est une première qu'une telle rencontre est organisée par les femmes leaders du Sahel. Nous osons croire que ce ne sera pas la dernière fois et que ce ne sera pas non plus la première fois qu'un ministre va participer à cet événement. Nous prions que la prochaine fois soit faite avec la présence des ministres du Burkina, du Niger et du Mali parmi nous. La rencontre est un moment d'échange, de réflexion des femmes engagées pour nos communautés. Elle vise à mettre en place un cadre structuré de concertation et de collaboration entre les femmes leaders des communautés sahéliennes. En plaçant votre événement sous le triptyque leadership, unité, influence, vous démontrez votre détermination à être des actrices majeures du développement de nos pays. Au-delà du soutien financier inestimable aux ménages, vous êtes des piliers de la réflexion stratégique et des actrices majeures de la solidarité régionale, voire internationale. Au Mali, la promotion du leadership féminin n'est plus une simple intention ou un slogan. C'est un acte d'intervention prioritaire pour la refondation. Un panel a été animé par ces femmes sur le thème leadership, unité, influence. Des remises d'attestation à des femmes qui se battent au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie de leurs pairs ont mis fin à la rencontre. Retour à l'actualité nationale. Il est riche en antioxydants et protège les cellules du vieillissement. Ses principaux bienfaits incluent l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Il s'agit du thé. La 3e édition du festival dédié à la promotion de cette boisson s'est ouverte ce matin au Musée national. Un moment de brassage culturel. Je vous invite à une séance de dégustation dans ce reportage signé Moussa Kamara et Abdurrahman Doka Traori. Hier sur le feu, le crépitement s'impose, l'eau chante, le thé infuse, les sucres se font, gestes et rituels. À Bamako, tout commence ainsi, une alchimie vivante où regards et paroles circulent.
Ici, le festival du thé se décide et s'impose art de vivre, vitrine culturelle et levier économique. C'est un rendez-vous désormais incontournable. Le Festival du thé ouvre officiellement ses portes au Musée national du Mali, réunissant artisans, producteurs, amateurs et curieux autour d'un produit aussi simple qu'universel, le thé. Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un événement, nous affirmons une vision où la culture devient un levier de transformation, la jeunesse devient actrice et nos traditions deviennent des opportunités d'avenir. Au Mali, le thé est un art, un moment de partage, de patience et de transmission. Ici, les maîtres de thé perpétuent des gestes hérités de plusieurs générations. Plus d'une trentaine de stands ont été installés pour la circonstance. On est venu représenter notre marque de thé qui est le thé Guina. Ça représente déjà la culture, voilà, la cohésion sociale où tous les Dogons se rassemblent. La cérémonie d'ouverture a réuni autorités et acteurs autour d'un patrimoine vivant au cœur des usages sociaux. Au-delà du rituel, le festival s'affirme comme un levier structurant, toute une filière en quête de nouveaux marchés. Le thé, au-delà de sa dimension quotidienne, est profondément ancré dans nos mœurs. Il incarne des valeurs essentielles telles que le partage, la convivialité et le dialogue. À ce titre, il constitue un véritable élément de notre patrimoine culturel immatériel. Il est important de préserver et de promouvoir. Les objectifs portés par ce festival sont en parfaite cohérence avec la vision du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vise notamment à développer des filières à forte valeur ajoutée, promouvoir la transformation industrielle locale et renforcer la compétitivité des acteurs économiques. Les parrains de cette édition, les ministres de la Jeunesse et des Sports, sont représentants à saluer la tenue de cet événement fédérateur, porteur de cohésion et d'opportunités. Le thé, c'est notre ciment de verre. Le charbon qui vaut de l'or quand on veut faire le thé. Si vous ne voulez pas croire, demandez à quelqu'un de vous faire du thé qu'il dise qu'il n'y a pas de charbon. Vous allez comprendre l'importance du charbon quand il s'agit de faire du thé. Le sucre, il est presque un médicament antidépresseur. Parce que s'il n'est pas là, quelque chose manque au sucre. Et le fourneau, vous le savez, c'est ce petit foyer ardent qui jamais ne sommeille. Ce n'est pas juste de l'eau, des feuilles et du sucre qu'on mélange. C'est un rituel sacré. Un dialogue pratiquement avec les anges ou les diables en ce moment. Dans les rues de Bamako, de Kaye jusqu'à Gao, le thé est le chef d'orchestre, le maître du tempo. Entre héritage et modernité, le festival du thé s'impose comme un pont entre générations, une invitation à ralentir pour mieux savourer. Oui, vous l'aurez compris, on parle sport maintenant. La journée mondiale de l'eau est célébrée chaque 22 mars à travers le monde. En prélude à cet événement, la Direction nationale de l'hydraulique Mali, à travers le ministère de l'énergie et de l'eau, a organisé ce 21 mars au bord du fleuve Niger une grande course de pirogues. Près de 180 pagailleurs ont pris part à cette édition 2026. La cérémonie était présidée par le ministre de l'énergie et de l'eau, Tchemoko Traoré. Bourahima Diallo et Mbarakou Maïga étaient présents pour l'ORTM1. Environ 180 pagailleurs venus des 6 arrondissements du district de Bamako sont en lice pour cette course des pirogues sur le fleuve Niger à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de l'eau. Le thème de cette édition 2026 est l'eau, source d'égalité. 3 prix sont en jeu pour l'événement, à savoir le prix président Assimi Goïta, le prix premier ministre Abdoulaye Maïga et le prix Tchemoko Traoré, ministre de l'énergie et de l'eau. Dès le coup d'envoi, les
les équipes s'adonnent à une démonstration à coups de pagaie sous le regard admiratif des supporters mobilisés et les invités des marques le long du fleuve. Au terme des 5 km à parcourir, le 4e arrondissement arrive premier respectivement devant les 5e et 6e arrondissements. Au-delà de son caractère sportif et festif, l'événement vise à inviter les uns et les autres à prendre soin de l'eau, source de vie. Au-delà du caractère sportif, culturel et de cohésion sociale, nous offre l'opportunité de véhiculer des messages de sensibilisation, d'information et de plaidoyer en faveur de la gestion rationnelle, concertée et efficace de nos ressources en eau, d'une part, et d'autre part les meilleures conditionnalités d'accès de nos concitoyens à l'eau potable et aux ouvrages d'assainissement, gage d'un cadre de vie approprié. Nous avons tous une histoire liée à l'eau, donc qui nous oblige de protéger non seulement cette ressource qui est vitale pour nous, pour aussi nous rappeler quand même notre passé. Parce que quand on parle de l'eau, on a cette identité qui revient chaque fois, les piroguiers, les artisans, qui ne font pas seulement que naviguer sur le fleuve, mais qui aussi communiquent à travers les vagues, qui comprennent aussi les humeurs, qui comprennent aussi les dangers à travers ce fleuve. Donc c'est tout un art qu'il faut maintenir, qu'il faut valoriser. La course des pirogues comme facteur de paix, une tradition que la Direction nationale de l'hydraulique veut perpétuer. À rappeler que cette journée est célébrée le 22 mars de chaque année depuis 1993. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement,